L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, l'Allier, présente sous l'égide de sa chaire publique et en collaboration avec l'Institut de recherche en politique publique, l'IRPP, la 5e conférence inscrite au calendrier de sa programmation 99-2000. Pour discuter du thème d'aujourd'hui, la vision dualiste de l'histoire canadienne, Messieurs Claude Ryan, ancien directeur du Devoir et ex-ministre, Monsieur Hugues Segal, président de l'IRPP, Monsieur Guy Laforêt, politicologue à l'Université Laval. Du fait de sa dualité nationale, le Canada présente un contexte particulier qui rend le défi de l'identité à la fois difficile à relever et intéressant à étudier. Qu'en est-il de cette dualité? Nous confine-t-elle à la séparation ou au contraire est-elle susceptible de nous fournir des pistes de réconciliation? Je vous dirais d'abord que je suis très heureux de me retrouver ici avec Hugh Segal et avec Claude Ryan. Il y a à peu près une dizaine d'années, nous avons tous trois été des partisans de la ratification de l'accord du Lac-Meach. La ratification de cet accord n'aurait peut-être pas tout réglé, n'aurait sans doute pas tout réglé, mais je parie qu'elle nous aurait évité plusieurs détours. Comme le sujet s'y prête bien, je vais donc tomber un peu dans la nostalgie et citer un extrait d'un discours publié à l'Assemblée législative du Canada uni en 1865 par Thomas D'Arcy McGee. D'Arcy McGee était député, mais il avait été aussi un des délégués bas canadiens d'origine irlandaise et catholique lors des fameuses conférences de Québec de 1865. Donc, je cite D'Arcy McGee en 1865. « Les miracles cesseraient d'être des miracles s'ils se produisaient tous les jours. De par leur nature même, les événements merveilleux, miraculeux, sont rares. Et c'est vraiment quelque chose de miraculeux et de fantastique que de voir les chefs de gouvernement dans 5 colonies distinctes, de même que les leaders de l'opposition, s'entendre simultanément, laissant de côté leurs différences partisanes au nom du bien commun, et ne craignant pas que l'on se méprenne sur leurs intentions, s'associer dans le ferme dessein d'en arriver au résultat que nous avons devant nous. » En 1987, on s'en rappellera, le premier ministre du Canada, M. Mulroney, ses partenaires des provinces, dont M. Robert Bourassa, premier ministre du Québec, se sont entendus au Lac-Meach dans des circonstances politiques qui étaient également à l'époque extrêmement miraculeuses. Donc, en gros, moi, je dirais que les auteurs de l'accord du Lac-Meach étaient des gens qui étaient très imbus de la culture politique canadienne de 1867. Ils avaient l'impression d'avoir fait un pacte entre eux. Et un peu plus loin, dans le même discours, D'Arcy McGee rappelle que lorsqu'ils ont quitté Québec en 1864, en octobre 1864, ils s'étaient promis les uns aux autres d'essayer de faire ratifier l'entente sans le moindre changement. On ne doit pas toucher à une seule phrase, à un seul mot de cette entente. Nous y avons mis notre cœur, politiquement nous y avons mis notre sang, il ne faut rien toucher à ça. On sait, et là je suis tout à fait dans la nostalgie, que les Mulroney, Peterson, Bourassa, Clark et autres avaient sous-estimé des changements profonds à la culture politique canadienne qui s'étaient produits dans la décennie précédente et qui faisaient en sorte, et qui font toujours en sorte, que le Canada des années 1980-90, des années 2000, ne vit plus tout à fait, en fait, ne vit plus substantiellement dans le même environnement sur le plan de la culture politique que les D'Arcy McGee, Cartier, MacDonald et autres des années 60. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, la vision dualiste de l'histoire canadienne, le titre choisi, je le dis respectueusement pour les gens qui nous ont aimablement invités, le titre ne me satisfait pas. Je ne crois pas qu'il y ait, dans un premier temps, une vision dualiste de l'histoire canadienne. Je pense que dans l'historiographie de langue française, comme dans l'historiographie de langue anglaise, il y a des courants, tantôt centralisateurs, tantôt décentralisateurs. Dans le cas du Québec, tantôt insistant sur le caractère déterminant d'événements comme la conquête ou l'acte d'union, mais tantôt aussi insistant sur les capacités réelles de transformation, d'association fédérale
dans lesquels des gens comme Cartier, Taché, Langevin et les autres ont cru entre 64 et 67. Donc, de mon point de vue, à l'intérieur tant de l'historiographie francophone que de l'historiographie anglophone, il y a des visions dualistes, pour ne pas dire encore davantage. On peut ramener le thème d'une autre manière et on peut dire, dans le fond, la vision dualiste, ça veut dire partir du fait qu'effectivement, à l'intérieur de chaque tradition historiographique, il y a un courant dominant, il y a un courant hégémonique. Il est vrai de dire que dans l'historiographie de langue anglaise, le courant dominant, c'est celui qui dit à peu près ce qui suit. Entre 64 et 67, au 19e siècle, il y a eu un projet centralisateur de nation building. C'est le courant dominant. Et donc, le dualisme, ça peut vouloir dire opposer cette idée-là à celle qui était et qui demeure dans une large mesure dominant, hégémonique au Québec de langue française, c'est-à-dire l'idée selon laquelle ce qui s'est passé, c'est un pacte entre deux nations, deux sociétés distinctes. On peut, d'une troisième manière, ramener le thème à l'idée suivante. La vision dualiste, c'est tout simplement l'idée que nous avons entretenue, nous, au Québec, dans notre communauté politique, dans notre société distincte. Au 20e siècle, la vision dualiste, c'est la compréhension du fédéralisme qui s'est imposée dans les milieux politico-intellectuels canadiens-français, québécois. Et c'est peut-être ça, d'une certaine manière, que les gens qui ont organisé la conférence d'aujourd'hui avaient en tête. Donc, avant de répondre aux autres questions, j'essaie de creuser un peu cette idée-là de la plausibilité de la vision dualiste en question. Oui, elle est plausible et elle n'était pas farfelue à l'époque. Je citerai cette fois-ci Johnny MacDonald, toujours dans les débats législatifs en 1865. MacDonald dit « Si nous avons une union fédérale, c'est parce que, et je cite, « le peuple du Bas-Canada n'aurait jamais accepté l'absorption de sa nationalité dans une union législative, dans un accord unitaire. » Donc, MacDonald lui-même, entérine, accrédite d'une certaine manière l'idée dualiste. L'idée dualiste n'est bien sûr pas la seule. Pour prendre un exemple à l'autre extrême du registre interprétatif, je citerai cette fois-ci Arthur Lower, un des plus grands historiens canadiens anglais du 20e siècle. Donc, je cite Lower dans son grand livre « Colony to Nation », écrit à la mi du 20e siècle, qui montre une autre lecture que l'idée dualiste défendue par les Québécois. En une phrase, Lower dit « Qu'est-ce qui s'est passé en 1867? Les colonies britanniques ont été placées, elles ont été projetées dans le tourbillon de l'omnicompétence impériale et elles en sont ressorties éclatantes, nouvelles, fusionnées et refondues. » Je répète, éclatantes, nouvelles, fusionnées et refondues. Alors ça, c'est l'idée que ça a été un acte impérial. L'Empire a consenti à accorder une autonomie plus substantielle aux colonies réunies, mais ça a été, ce serait caricaturer la chose que de dire que ça a été substantiellement ou exclusivement un pacte entre des peuples. En quoi le Québec est-il spécial? En quoi le Québec est-il original du point de vue de l'histoire? Bien, je pense que, d'un point de vue scientifique, le Québec est spécial parce que c'est très clairement au Québec que s'est constitué un champ historiographique, un champ scientifique autonome, qui a ses problématiques, qui a ses revues, qui a ses associations savantes. Et donc, très clairement au Canada, il y a une dualité des milieux scientifiques en ce qui a trait à l'histoire. De ce point de vue-là, le Québec est singulièrement original lorsqu'on veut réfléchir à la façon dont l'histoire se pense et se pratique au Canada et au Québec. Par ailleurs, le présent doit toujours être en lien avec le passé. Le présent doit se faire avec une reconnaissance de nos dettes envers le passé, avec un commerce constant avec la situation que nos ancêtres, que les gens qui nous ont précédés dans une société ont vécu. Et enfin, je conclus en 30 secondes, on nous pose la question, l'histoire nous condamne-t-elle soit d'un côté à la séparation ou bien nous promet-elle la réconciliation?
D'après moi, l'histoire ne nous condamne à rien du tout. L'histoire est ouverte. Il faut récuser tous les déterminismes. L'histoire est faite par des êtres humains et cette histoire-là, elle est ouverte sur toutes sortes de possibles. Bien sûr, le passé circonscrit l'horizon du possible. On ne peut pas tout faire, mais les êtres humains qui font l'histoire gardent une immense marge de manœuvre. Et enfin, mon dernier mot, qu'en est-il de la réconciliation possible? Eh bien, il faut limiter nos espoirs en ce qui a trait à la réconciliation en question. Cette réconciliation, et je m'imagine qu'on pense à celle entre le Québec et le Canada, ne voudra jamais dire l'élimination des conflits. Une réconciliation qui voudrait dire la fin des conflits, ce serait la fin du politique, ce serait la fin de l'histoire, et cette réconciliation-là, nous ne l'aurons jamais. J'arrête là-dessus, quitte à revenir après mes collègues dans le débat tantôt. Merci. Le livre que nous avons publié à l'IRPP qui s'appelle « Si je me souviens bien », « As I Recall », était une des raisons pour laquelle nous étions assez heureux de participer dans cette conférence, à cause que ce livre, qui était rédigé par Guy Roger et John Meisel, a constaté qu'on a une dualité profonde dans l'histoire du pays et il faut avoir une perspective dans tous les événements de notre histoire commune qui montre pourquoi les Canadiens français, les Québécois à l'un côté, les anglophones à l'autre côté, on a eu des perspectives tout à fait diverses. C'est absolument essentiel pour les deux communautés de mieux comprendre l'une à l'autre, savoir pourquoi les perceptions étaient différentes à la fois et dans les époques de notre histoire. Et dans les quelques minutes qui me sont accordées, je me concentrerai sur la relation entre l'histoire et le débat public et sur la possibilité de réconciliation qui est offerte par une étude de notre histoire dans une façon dualiste. D'abord, laisse-moi avancer que la mémoire collective est à mon avis, un élément tout à fait positif et essentiel à la survie d'une communauté nationale. J'entends par mémoire collective l'ensemble des souvenirs d'une société, de son passé commun. Et je dis bien souvenir puisque les événements de notre passé ne sont pas en soi nécessairement importants. À mon avis, ce sont les interprétations de ces événements et la façon dont ils sont racontés aux générations suivantes qui les rendent puissantes et importantes dans le débat actuel. À titre d'exemple, je rappelle les mots de Fernand Dumont qui écrivait en 1993, et je cite, « Aujourd'hui, des francophones ont beau promouvoir la souveraineté du Québec au nom d'une plus grande efficacité gouvernementale et prétendent avoir exorcisé les démons du nationalisme de leurs grands-pères, ils ne cachent pas que le désir d'indépendance se nourrisse aussi des souvenirs des vexations passées. Il est vrai que l'importance de la mémoire collective à la survie d'une société peut paraître tout à fait évidente, mais il me semble qu'il est bon de se le parler. Comme le disaient Jacques Mathieu et Jacques Lacourcière, la mémoire collective, c'est le savoir de la société sur elle-même. Exprimé de façon très simple, je dirais que la façon dont nous percevons notre passé encadre notre vision du présent et nos projets d'avenir. L'histoire contribue donc énormément au façonnement de l'avenir d'une communauté nationale. Mais quelle histoire faut-il raconter dans un pays qui en a plus d'une? Récemment, politicologue historien Michael Bliss, l'historien de l'Université de Toronto, affirmait qu'en se penchant sur des histoires du Canada, les historiens ont abandonné le rôle d'interprète de l'évolution du Canada dans son ensemble. Plusieurs au gouvernement fédéral suggèrent eux-mêmes qu'en divisant l'histoire sur les plans régional, culturel, linguistique, ou selon le genre ou la classe sociale, nous avions éliminé l'histoire canadienne dans son sens le plus large. De plus, certains acteurs politiques et chercheurs avancent qu'il nous faudrait au Canada une histoire, avec un grand H, qu'il faudrait standardiser l'enseignement de l'histoire
et s'entendre sur une version soi-disant officielle des événements qui ont marqué les habitants du Canada depuis 1759. À cette proposition que je qualifierais de tentative d'homogénéisation, je m'oppose dans une façon catégorique. Il y a 30 ans, quand j'étais moi-même un étudiant, j'ai choisi de faire mon bac à l'Université d'Ottawa précisément parce que cette université, à la fois, enseignait l'histoire du Canada des deux perspectives et dans nos deux langues officielles. D'autres intervenants ont ajouté que l'absence de cette version officielle de notre histoire permet aux divers mouvements politiques d'utiliser à des fins partisanes les diverses interprétations d'histoire. Pour moi, l'essentiel, c'est de bien comprendre les mouvements culturels, économiques et sociaux d'une époque à l'autre influencent nos interprétations d'événements historiques. Selon moi, comprendre le pourquoi de ces diverses interprétations de l'histoire est tout aussi important que de reconnaître le fait même de leur existence. La lutte pour la survie de la seule présence francophone en Amérique du Nord est à la base même de ce qu'on appelle aujourd'hui notre histoire commune. Cette réalité historique doit demeurer l'une des piliers de notre avenir commun, quoi qu'il soit la décision qui soit prise dans l'avenir par la nation québécoise envers ses relations avec le Canada. L'influence des interprétations divergentes de notre histoire sur le débat politique actuel a poussé plusieurs intervenants à affirmer que ces divergences mèneraient éventuellement à la rupture politique, l'exploitation partisane des événements qui ont divisé les Canadiens étant particulièrement inquiétant. Laisse-moi offrir une analyse tout à fait différente. L'affirmation que l'échec de ce que Richard Larue et Jocelyn Letourneau appellent les grands récits d'édification de la nation mènera à l'éclatement du Canada dévole une conception de l'État qui, selon moi, relève de la pensée politique du 19e siècle. L'État-nation comme pierre angulaire de tout arrangement politique. Mais cette façon de voir les choses ne s'applique pas nécessairement à notre réalité. Dans un pays multinational, comme la nôtre, pour emprunter le terme de Will Kimlicka, mon collègue à Queens, il est extrêmement important d'être sensible aux perspectives différentes qui peuvent parfois se faire compétition, surtout lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de la dualité Québec-Canada. On peut effectivement reprocher au manuel d'histoire de ne pas parler de l'autre. Déjà en 1968, Marcel Trudeau écrivait que si l'histoire a pour effet de désunir les hommes pour les mauvais souvenirs, qu'il rappelle, elle peut aussi contribuer à les réunir si elle leur remet en mémoire ce qu'il est en commun. Si on examine le contexte mondial actuel, on remarque que les peuples peuvent bien s'approprier les instruments de société pour la servir de leur culture et de leur civilisation, sans abandonner les instruments institutionnels qui leur permettent d'être branchés dans le monde économique et technologique et d'y faire leur propre contribution unique. À l'heure actuelle, il se bâtit en Europe une nouvelle forme de gouvernance qui ne limite ni la souveraineté culturelle, ni l'interdépendance économique et la mobilité de la main-d'œuvre. Une reconnaissance de nos diverses histoires permettrait à nos concitoyennes et concitoyens de cultiver leur identité nationale ainsi que leur identité civique, sans avoir à choisir l'une ou l'autre. Si le partenariat est à la base de notre union confédérale, il nous faut toujours travailler à mieux comprendre l'autre. Comme l'écrivait mon collègue Guy Laforêt dans un ouvrage de l'IRPP intitulé « Sortir de l'impasse », notre arrangement institutionnel est constamment à refaire, justement en raison de notre caractère multinational. Comme jeune Québécois d'expression anglophone durant les années 60, j'ai fait mes classes en politique en faisant du porte-à-porte dans les comtés anglophones de Montréal sous la bannière d'égalité ou indépendance. Ce n'était pas un travail facile à la fois. C'était sur la bannière de Daniel Johnson, le père. Aujourd'hui, je suis convaincu que le slogan qui décrit notre avenir comme nation au sein d'une union confédérale est la souveraineté et l'interdépendance,
Et ceci est en effet un résultat direct de notre histoire dualiste. Merci infiniment. Monsieur le Président, mes chers collègues du panel, depuis 1760, les collectivités anglophones et francophones ont été appelées par l'histoire à partager le même destin politique sur le territoire canadien. La coexistence de peuples divers sur le même territoire peut donner lieu à l'émergence d'une langue et d'une culture plus forte qui finissent par absorber ou dominer les autres. C'est ce qui se produit le plus souvent. Mais tandis que dans les autres provinces canadiennes, la langue anglaise devint la langue dominante, le français est demeuré avec une constance remarquable la langue principale de 4 personnes sur 5 au Québec. Le Canada compte ainsi 2 majorités linguistiques, une de langue française au Québec et une de langue anglaise dans les autres provinces, et chacune de ces 2 majorités compte des prolongements significatifs sous la forme de minorités de langue officielle dans chacune des autres provinces du Canada. Et c'est, à mon point de vue, ce sont les 2 aspects de la dualité linguistique que nous ne devons pas perdre de vue. D'un côté, existence de 2 majorités, et de l'autre côté, prolongement de ces 2 majorités dans des minorités de langue officielle importantes dans les autres provinces. J'ai remarqué, en lisant le livre publié par l'IRPP, que les quelques 34 épisodes de notre histoire qui ont donné lieu à un examen de la part de vos invités ont donné lieu à des interprétations différentes. Guy Rocher conclut pour sa part que la trame de notre histoire s'est traduite finalement par une polarisation grandissante entre anglophones et francophones, qui n'a cessé de s'accentuer, dit-il, au cours des 2 ou 3 dernières décennies. Il conclut 2 nouveaux nationalismes, le canadien et le québécois, se sont construits, sont devenus de plus en plus explicites et s'affrontent plus que jamais. John Mizell, de son côté, un sociologue de Queens, qui connaît très bien le Québec, offre le commentaire suivant. On se pose souvent la question de savoir si l'expérience a profité davantage à un groupe qu'à l'autre. La réponse, note-t-il, dépend de la personne qui fait le calcul. Chacune évolue la situation selon son appartenance à l'un ou l'autre des divers groupes d'opinion que l'on trouve à l'intérieur de chaque famille linguistique. Tout compte fait, conclut-il, les avantages ont été plus grands pour les anglophones que pour les francophones et les coûts plus élevés pour ces derniers. Mizell ajoute toutefois qu'à son avis, les 2 communautés ont tiré profit de leur association au sein de l'État canadien. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je suis plutôt de l'avis de M. Mizell dans cette discussion. Je note cependant qu'il y a toujours 2 courants majeurs d'interprétation de l'histoire. L'histoire ne peut pas être neutre, à moins qu'on la traite comme un travail de dissection d'insectes. Elle n'est pas neutre. Surtout pour celui qui la regarde d'un point de vue politique, elle est toujours une source d'inspiration dans un sens ou l'autre. Et j'ai remarqué qu'au Québec, comme dans le reste du Canada, il existe beaucoup de courants différents, mais fondamentalement, nous sommes en présence de 2 courants majeurs. Un courant plutôt pessimiste, plutôt tourné vers l'intérieur. Un autre courant qui est plus optimiste, qui est davantage porté à chercher des horizons plus larges. Ça s'est traduit dans notre histoire à différentes époques par des partis politiques, des chefs politiques, des organes d'opinion, etc. Et ça continue aujourd'hui, même si ces dernières années, nous avons assisté au Québec en particulier à une tendance à uniformiser l'histoire, dans un sens, hélas, souvent très rétréci. Dans ses réflexions d'un frère siamois, John Ralston Saul a proposé une interprétation de l'histoire canadienne qui a fait sursauter plus d'un souverainiste québécois. Mais l'histoire des 2 derniers siècles, on doit surtout retenir, d'après lui, qu'à travers maints épisodes malheureux, le Canada a été façonné depuis un siècle et demi par la collaboration dans divers domaines de leaders issus des 2 communautés qui surmettent l'accent sur les valeurs d'ouverture à l'autre, de réconciliation et de réforme, plutôt que de se nourrir de pensées de méfiance, d'affrontement et de règlement de compte. Non seulement, écrit Saul, cette collaboration a-t-elle permis de créer au nord du continent américain une société distincte de la société américaine, mais
en vivant et œuvrant ensemble dans des conditions très particulières. Anglophones et francophones auraient développé, selon lui, un certain nombre de traits humains et de modes de comportement qui font d'eux non plus seulement des Anglais ou des Français du Canada, mais des Canadiens parlant les uns le français, les autres l'anglais. Parmi les traits qui auraient été ainsi acquis au fil d'une expérience historique commune, Saul mentionne l'attachement à certaines idées mères qui conduit parfois jusqu'à défier le langage de la géographie et des faits. Une vision de l'égalité des chances qui, tout en privilégiant la débrouillardise, inclut aussi le recours à des solutions collectives pour mieux favoriser l'égalité des chances. La méfiance envers le culte des héros, né de l'absence d'affrontements sanglants sur le territoire, la tension entre la vie sédentaire et la bougeotte, qui a incité les uns à ouvrir des frontières nouvelles, les autres à bâtir des institutions, les rapports Est-Ouest, lesquels auraient été une caractéristique de la vie dans ce pays avant même la venue des Blancs, etc. Maintes interprétations particulières de Saul ont été contestées à juste titre, ces temps derniers par Gérard Bouchard. Nonobstant ces aspects contestables du livre de Saul, qui m'avait aussi égratigné à certains endroits, je souscris pour ma part à l'interprétation fondamentale que Saul propose de notre histoire des 2 derniers siècles. Cette vision met essentiellement l'aspect sur les aspects positifs de l'Église canadienne. Elle fut à la source de mon engagement dans la politique il y a près d'un quart de siècle. Et malgré certaines mésaventures, dont Guy Laforêt en a énoncé une tantôt, je continue à partager cette vision fondamentale de l'histoire. Et je pense que c'est encore la meilleure voie pour l'avenir de nos 2 communautés. Je vous dirai pourquoi. Je constate cependant que cette vision se heurte à des obstacles importants des 2 côtés. Du côté francophone, un obstacle majeur provient du déplacement d'allégeance en vertu duquel le pays a construit pour des milliers de Québécois est devenu ces dernières années le Québec français dont ils rêvent et non plus le Canada de Cartier, Laurier, Saint-Laurent et Trudeau qui ne leur dit plus grand-chose. Du côté anglophone, l'obstacle vient principalement du fait que dans plusieurs milieux, la dualité du Canada est de plus en plus remise en question. Surtout à l'ouest du Québec, la composition et la culture politique de la population ont beaucoup changé depuis le 2e conflit mondial, au point qu'exception faite du Québec et des provinces maritimes dans une bonne mesure, le fait d'être francophone signifie désormais, aux yeux d'un nombre grandissant de nos concitoyens des autres provinces, que l'on est simplement membre d'un groupe minoritaire parmi les autres. Selon cette façon de voir, qui semble de plus en plus accréditée à mesure que l'on va vers l'Ouest, la dualité serait dépassée. C'est de multiculturalisme qu'il devrait désormais être question. Les débats sur le Québec comme société distincte seraient aussi dépassés. Le Québec devrait se satisfaire de n'être plus qu'une province égale aux autres dans le grand tout canadien. Dans l'un et l'autre cas, on rejette la vision dualiste du pays à construire au profit d'une vision moniste. Les souverainistes, même si certains n'aiment pas qu'on le leur rappelle, optent pour le modèle traditionnel de l'État national, identifié à une culture majoritaire de souche et dominée par les représentants de celle-ci, et au sein duquel les citoyens d'autres cultures doivent se satisfaire comme groupe d'un statut minoritaire. Au nom d'une vision abstraite de l'égalité, empruntée à la culture américaine, les tenants du multiculturalisme et du rejet de toute forme de reconnaissance particulière du Québec optent quant à eux pour une marginalisation des aspirations des francophones. Cette marginalisation ne peut conduire à la longue qu'à un glissement graduel vers le modèle traditionnel de l'État national, sauf que cet État sera de plus en plus anglophone, avec coloration multiculturelle folklorique à l'américaine. La vision dualiste demeure, à mon avis, plus apte que les visions mises de l'avant par les tenants de la souveraineté et du multiculturalisme, à favoriser le développement de ce pays dans l'acceptation raisonnée et loyale des sociétés distinctes qui forment dans son sein les 2 collectivités linguistiques officielles, dans le respect de la diversité des populations qui vivent au sein de chacune de ces 2 sociétés et dans un heureux alliage des droits individuels
et des droits collectifs de leurs membres. Je comprends en conséquence de ces considérations ayant de très lourdes implications la patience et le temps que se donne la population québécoise pour faire le choix qui sera le meilleur à son jugement. Merci. On le sait que l'interprétation a oscillé, qu'il y a eu des périodes décentralisatrices, des périodes centralisatrices, etc. Mais néanmoins, il y avait au départ des éléments que Donald Smiley a appelés des résidus impériaux. Le fait que le gouvernement fédéral puisse unilatéralement nommer les juges des cours supérieures, des cours d'appel, de la Cour suprême, le Sénat. On se rappellera qu'en 1855 et jusqu'au début des années 60, on a eu au 19e siècle, on a eu une deuxième chambre législative élective. On est revenu en 1867 à une chambre nommée, et encore une fois nommée exclusivement par le pouvoir central. Donc, ma question, est-ce que, à l'époque de votre bilan du centenaire, et dans la suite de votre réflexion, est-ce que vous n'aviez pas sous-estimé, dans le fond, le poids structurel de ces éléments-là et qui empêchaient peut-être le régime politique d'évoluer en accord avec ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit fédéral? On a peut-être fait une erreur, M. Laforêt. On est embarqué dans une méthode qui n'était pas foncièrement canadienne. La méthode canadienne, John Saul le résume bien dans son livre, c'est la prédominance de l'oral sur l'écrit, la prédilection pour les stratégies concrètes plutôt que pour les schèmes idéalistes. Et malheureusement, des deux côtés, on a versé dans des stratégies qui étaient plutôt de l'ordre des schémas théoriques à réaliser. On a payé le prix parce qu'il s'en est réalisé à Ottawa de ces schémas-là. Le rapatriement de 1982 est la parfaite illustration d'une solution qui, à mon point de vue, n'est pas canadienne. Et je pense que le projet de loi C-20, dont nous débattons présentement, est un autre exemple de ce genre de solution qu'on veut imposer d'en haut, alors que la vraie tradition canadienne, c'est quand les choses n'ont pas été définies par la Constitution, on essaye de cheminer ensemble pour trouver des arrangements. On évite de se faire imposer des choses par en haut. Aussi longtemps que les Canadiens anglais ont compris ça, les choses ont marché, on aurait dit que ça prenait des francophones pour le leur faire accepter. Monsieur Segal, ce sera intéressant de vous entendre réagir sur ce dernier point. En 1967, on a eu un pays sans le gouvernement de M. Trudeau. En 1968, on commençait cette époque trudeauiste qui était très centralisateur, qui était le commencement de nouveaux mouvements de fédéralisme dominateur, qui était le commencement de ce fameux choc de droits qui, dans une certaine façon, a limité les droits des parlements provinciaux, l'Assemblée nationale ici au Québec. C'était une période où le fédéral a décidé de faire les décisions eux-mêmes sans aucune consultation avec les provinces. M. Ryan a parfaitement raison que M. Pearson a cherché toujours des compromis. C'est dans la période de M. Pearson où la décision d'avoir une caisse de dépôt tout à fait différente ici à Québec était acceptée comme un compromis acceptable quand le reste du Canada était sous le Canada Pension Plan central. Et quand on manque cet esprit de coopération, cet esprit de compromis, cet esprit de trouver des solutions assez pragmatiques, c'est là on commence à avoir des problèmes où les tendances dans notre histoire, qui sont de temps en temps divisives, commencent à être plus fortes parmi la société en général. Le deuxième point que je veux faire, c'est que, en plan général, il faut voir que la plus grande de nos réussites dans cette communauté confédérale qu'on s'appelle le Canada arrive à cause de la résultat d'une tension qui est importante et, à mon avis, positive entre l'idée souverainiste et l'idée fédéraliste. Une des raisons pour laquelle je ne m'associais pas avec les propos avancés par M. Lycée, c'est à cause que ça représente en effet une capitulation de l'idée souverainiste et c'est important pour notre union confédérale, de façon dans laquelle on va évoluer comme une union confédérale, que l'idée d'un Québec indépendant comme une solution positive,
l'idée d'un nouveau fédéral comme une autre solution reste là pour créer la tension, duquel on peut créer des solutions, des compromis qui sont à la fois respectueux des deux côtés. Et je pense que c'était un autre Québécois de bien renommé, Reed Scowen, un ancien membre du Parti libéral, qui a écrit en anglais Bye Bye Québec, quelque chose comme ça, qui a montré une capitulation à l'autre côté de l'idée fédéraliste. On ne peut pas créer une société nationale avec des capitulations. La seule façon de le faire, c'est de trouver une façon d'avoir un engagement positif basé sur une tension qui relève de la dualité fondamentale du pays, qui est une dualité qui a fait, à mon avis, dans notre histoire, des progrès énormes pour notre société et pour tous les concitoyens et concitoyennes qui le partagent. C'est l'immigration, je pense, qui est une des clés pour l'interprétation de la mise en cause de la vision dualiste de l'histoire qui est en fait l'objet d'aujourd'hui. Bon, depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui, il y a 8,5 millions de nouveaux arrivants qui sont arrivés au Canada. C'est l'équivalent d'un pays comme l'Autriche, la Suède ou la Suisse à peu près qui auraient déménagé petit à petit. Alors, ces personnes ne s'identifient pas nécessairement comme Canadiens anglais ou Canadiens français, et elles s'identifient plutôt comme Canadiens tout court à l'extérieur du Québec. Et au Québec, eh bien, l'enjeu en ce moment, c'est de savoir quelle sera leur identité. Bon, alors, j'aimerais savoir comment vous interprétez, dans votre vision du Canada et du Québec, comment vous interprétez quelle place vous donnez à l'immigration, qui est une composante absolument fondamentale maintenant du pays et qui a changé beaucoup de choses au cours du 20e siècle, si on veut. Et votre question s'adresse à un de nos trois invités? À tous les trois. M. Ryan parlait tantôt de deux majorités. Et pour lui, cet aspect-là, dans l'ensemble de sa trajectoire, de sa carrière, ça a toujours été extrêmement important. Il me semble que là-dessus, il y a eu un certain nombre de grandes erreurs historiques. Prenons le cas de Cartier au 19e siècle. Cartier a fait un certain nombre d'efforts. Cartier et Laurier font un certain nombre d'efforts. Mais une des grandes erreurs de la période 1864-1867, c'est qu'à l'époque, on avait insuffisamment protégé les minorités linguistiques hors Québec. Dans les textes constitutionnels de l'époque, on avait de ce côté-là protégé la dualité des minorités religieuses, mais la dualité des minorités linguistiques avait été, surtout pour les francophones, insuffisamment protégée. J'en arrive à votre question, chers collègues. L'immigration est dans l'évolution récente du Canada. Et là, il y a effectivement ce que vous avez appelé le fait sociologique de l'immigration pour le Canada et pour le Québec. Et pour en comprendre toutes les conséquences sur le plan de l'identité politique, il faut voir comment les textes de loi, et notamment les textes constitutionnels, ont pris acte de cette immigration-là et ont choisi ou de le faire dans un contexte compatible avec la dualité ou incompatible. Alors, je ne donnerai qu'un exemple. Dans la révision constitutionnelle de 1982, il y a un article qui parle du patrimoine multiculturel des Canadiens. Alors, cet article-là aurait pu être rédigé de manière dualiste. On aurait pu dire, dans le langage de M. Ryan, il y a deux majorités. Il y a deux sociétés d'accueil, une principalement anglophone à l'extérieur du Québec et une principalement francophone au Québec. On aurait donc pu légalement enraciner l'immigration, la réalité du multiculturalisme, dans un cadre juridique et symbolique dualiste. Moi, je pense qu'on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait d'après moi, j'admets que c'est une interprétation parmi d'autres, on ne l'a pas fait de manière volontaire. Et je considère que c'est encore aujourd'hui une des grandes faiblesses et une des principales raisons pour lesquelles au Québec, l'opposition de tous les partis à cette constitution-là demeure extrêmement forte. C'est que ça a été fait contre l'idée dualiste et cet article-là qui s'occupe de multiculturalisme l'illustre à merveille. Cependant, ceci étant dit, la réalité de l'immigration qui touche le Canada dans son ensemble, elle touche aussi le Québec. Et les divers gouvernements du Québec, pendant la période, de mon point de vue, ont insuffisamment tenu compte de leur propre autonomie législative pour
créer, pour développer des instruments d'une politique de citoyenneté, d'une politique de rassemblement qui fasse en sorte que, par exemple, dans le territoire du Grand Montréal, qui est le nerf de la guerre de notre point de vue, qu'une véritable politique de citoyenneté québécoise amène les fils et les filles de cette immigration-là à se sentir davantage intégrés, partie prenante de la communauté politique, des lois et des institutions du Québec. Là-dessus, à l'intérieur de nos dilemmes politiques, il y a plusieurs familles de pensée et ces débats-là ont lieu dans l'espace public. Mais je persiste à dire que quelles que soient les critiques que l'on puisse faire de l'ordre constitutionnel canadien, au Québec, les divers gouvernements ont insuffisamment utilisé leur propre marge de manœuvre législative pour encadrer dans une politique de citoyenneté la question de l'immigration. Oui, madame. Je m'adresse aux 3 panélistes. Je me demande si la déclaration suivante est en contradiction avec le dualisme. Voici mon affirmation. Dans une démocratie, les identités s'ajoutent et ne se soustraient jamais. Qu'en pensez-vous? Les identités s'ajoutent et ne se soustraient jamais. Une belle réflexion. Qui veut réagir? Moi, je vais essayer, je vais prendre la risque de répondre. Je pense que ça représente une déclaration assez optimiste, madame, à cause que même si on a une société ouverte, même si on a la bonne volonté entre toutes les identités qui se trouvent parmi nous autres, on va avoir de temps en temps des tensions, spécialement si on est dévoué au plan de sauvegarder une civilisation française, une langue et culture française. Et il faut avoir une façon à gérer les relations, dans une façon assez ouverte, avec beaucoup de souplesse, mais d'avoir enfin la capacité de dire qu'ici, à Québec, on a une civilisation historique, moderne et pour l'avenir, et on va le sauvegarder. Merci, Monsieur Segal. Fier Heilig, je suis immigrant d'origine allemande. C'est la première fois que j'ai entendu ça ici, au Canada. C'est comme une contradiction, Canada-Québec. Pour moi, le Québec, encore, ça fait une partie du Canada. Sur la question de monsieur, à propos du fait qu'on parle souvent, qu'on utilise les expressions Canada, Québec, dualité, je vous rappelle l'expression de MacDonald en 1865. Si on a une union fédérale, c'est parce que le Bas-Canada n'aurait pas accepté autre chose. Il n'aurait pas accepté de voir sa nationalité absorbée dans un régime législatif, dans une union législative, dans un régime unitaire. Alors oui, il y a une dualité des identités. Oui, il y a des éléments dualistes dans le régime juridique et politique canadien. Il n'y a pas que cela. Au Québec, et là je suis d'accord avec M. Ryan, on a trop souvent fait comme si notre vision dualiste était la seule légitime et était celle que nos partenaires doivent nécessairement accepter, sinon on s'en va. Alors là-dessus, on a, je pense, au Québec, et la responsabilité est partagée de tous les côtés, dans tous les partis politiques, on s'y est très mal pris pour dialoguer avec nos partenaires. On leur a dit à peu près ce qui suit. Voici notre vision du fédéralisme, et si vous ne l'acceptez pas, on s'en va. La vision des autres, elle est légitime, elle s'appuie sur des réalités sociales réelles, sur des dimensions sociales réelles, et on aura une certaine réconciliation, fragile, mais réelle, quand leur vision et notre vision, et que nos visions, quand on pourra délibérer sur ces bases-là, pour arriver à une vision qui ne sera pas celle des uns enfoncée dans la gorge des autres, mais bien qui sera nouvelle et à propos de laquelle il y aura différents compromis. Mais je suis très surpris que quelqu'un qui vient d'un pays extrêmement fédéral comme vous, où les Linders ont leur propre droit de parole quand vient le temps de faire des négociations supranationales à l'intérieur de l'Union européenne dans leur champ de compétences, vous devriez être, je vous le dis très respectueusement, issu d'une culture politique fédérale où le chancelier joue aucun rôle dans la nomination des juges du tribunal constitutionnel, etc. Vous devriez être extrêmement bien placé pour comprendre jusqu'à quel point, au Québec, on est sourcilleux sur la place ou l'absence d'un véritable esprit fédéral dans nos institutions communes.
Comme vous voyez, monsieur, votre question suscite beaucoup d'intérêt. Monsieur Segal aimerait également Sauf réagir. pour dire sur la question Québec-Canada, au Canada anglais, on pense généralement la population que 1867 était une grande confédération de 4 provinces qui ont formé une grande nation. En effet, c'était une séparation du Québec de la province du Canada, qui était une province conjointe avec l'Ontario, où les anglophones ont eu toujours un vote majoritaire dans l'Assemblée provinciale, où les droits minoritaires n'étaient pas respectés de nos citoyens francophones. À la fois qu'on a établi la confédération entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse et le Canada, on a eu à la fois la séparation du Québec de leur ancienne province, avoir certains droits, certaines juridictions très essentielles pour protéger la culture, la langue, l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler dans cette façon dualiste le Québec et le Canada, à mon avis. Autre question ici, monsieur. Ok. Andrés Vera, étudiant de la maîtrise en santé publique vénézuélienne. Je suis surpris, c'est un commentaire que je voudrais apporter, mais je nulle part ai entendu le mot amérindien, la histoire des Amérindiens, parce que c'est là que l'histoire commence. C'est le premier peuple du Canada. Cartier-Champlain, les Français et les Anglais sont après ça. Quel est le valeur ajouté de l'histoire amérindienne qui a un effet politique? Est-ce que ça est utile? Parce que je ne vois pas ça dans la question. Il me semble que c'est comme si c'est un peuple qui a nulle influence politiquement. Et si ça est utile quelque chose, quelques perspectives à une vision dualiste de l'histoire. Les Amérindiens, les peuples amérindiens et les Amériques, d'accord? Vous venez du Venezuela. Il se trouve que votre tradition libérale au 19e siècle, Guzmán Blanco, etc., par hasard, si vous aviez été péruvien, je ne saurais pas grand-chose, mais vous êtes vénézuélien, et là-dessus, j'en sais un certain nombre. Les Amériques, au cours des 2 derniers siècles, le fait est que le Canada, dans l'ensemble des Amériques, je le dis là en reconnaissant la responsabilité du fait qu'au Canada, on a placé les Autochtones dans un régime de tutelle, 1867, etc., c'est très clair. Mais le fait est que sur 2 siècles, si on regarde quelle est la place des Autochtones dans les structures politiques constitutionnelles de tous les pays colonisés par des Européens dans les Amériques et qui ont acquis leur indépendance, à commencer par les États-Unis, la vôtre au début du 19e siècle, la mexicaine et la canadienne graduellement entre 1867 et 1982. La réalité, c'est que c'est au Canada que politiquement, les Autochtones ont réussi à conserver des outils à partir desquels, et ça a été très certainement le cas au cours des 20 dernières années, ils se sont efforcés de réoccuper un certain nombre d'espaces politiques importants. Et donc, est-ce que la vision dualiste, pour revenir à votre question, est-ce qu'elle épuise le réel? Eh bien, je le disais tantôt et assez clairement, de mon point de vue, non. En fait, c'est une fondation trilatérale. Si vous lisez, par exemple, Sortir de l'impasse, là-dessus, sur cette question, je suis d'accord avec la perspective de Sol dans son livre, c'est-à-dire qu'on doit parler, dans le fond, quelque part, d'une fondation trilatérale entre ce qu'a été le Canada majoritairement de langue et de culture anglaise, le Québec majoritairement de langue et de culture francophone, et les Autochtones. On doit parler d'une fondation trilatérale. Depuis 15 ou 20 ans, différents efforts ont été faits au Canada et au Québec pour rendre davantage justice à ce caractère trilatéral-là. Et à l'échelle des Amériques, les Autochtones du Canada et du Québec sont à l'avant-garde d'un mouvement de renaissance des identités, des problématiques autochtones. Alors, de ce point de vue-là, encore une fois, fort respectueusement, oui, vous avez raison de dire la dualité, ça épuise pas tout, mais on a des raisons, je pense, au Canada et au Québec, d'être relativement fiers de la manière dont on s'y est pris pour réintégrer les peuples autochtones dans la légitimité politique de nos institutions.
Merci. Je crois que vous vouliez réagir, Monsieur Ryan. Je vous voyais avec le micro. Non? Juste un mot pour Oui. dire que les gouvernements, à la fois fédéraux et provinciaux, ont accordé beaucoup de temps et d'énergie à la question du statut des Autochtones au cours des 10 dernières années. Au Québec en particulier, malgré certaines opinions qui peuvent exister ailleurs, c'est peut-être la province qui a fait le plus pour en venir à des ententes avec les différentes communautés autochtones que nous avons sur notre territoire. Évidemment, il faut qu'on soit réaliste aussi. Au Québec, vous avez peut-être 70, 75 communautés autochtones qui représentent en tout peut-être 75 000 personnes. C'est moins de 1% de la population du Québec, à peu près 1%. On ne peut pas envisager un déploiement de mesures institutionnelles qui entraînerait des coûts très, très élevés. Il faut trouver des accommodements qui permettent de donner le maximum de self-government, d'autogouvernement à ces communautés, tout en leur permettant d'être intégrées dans un pays plus large. Et vous remarquez qu'au Québec, il n'y a pas une communauté autochtone qui demande d'être complètement indépendante. Mais elles préfèrent toutes, jusqu'à plus ample informé, faire partie de l'ensemble canadien, plutôt que d'un pays québécois séparé. Un bref commentaire de M. Segal et une autre... Juste pour dire qu'enfin, j'ai trouvé un sujet où je suis complètement en désaccord avec mes collègues. Je pense que notre tradition ici au Canada sur la question des Amérindiens, des Autochtones est tout à fait néocoloniale. On commence seulement à diminuer notre optique assez coloniale, mais si on examine les progrès que nos concitoyens autochtones ont fait, c'était des progrès qu'ils ont fait eux-mêmes sur la grande baleine ici, sur la question d'Oka, des autres, c'était à cause qu'ils ont pris un certain pouvoir dans leurs mains. Et notre réaction comme société reste, à mon avis, très raciste, très négatif et très dérogatoire au sujet de nos Autochtones. Et nous ne sommes pas au point de vraiment changer nos institutions pour répondre. Et si on n'est pas prêt, on va avoir toujours un blessé dans notre société civile qui doit être, à mon avis, adressé aussitôt que possible. Aujourd'hui, la question que je vous pose, je me suis rendu compte hier à la télévision qu'on avait plus seulement que 20% des jeunes avaient 20 ans au Québec. Et je crois que le problème, on est fatigué des combats entre le fédéral et le provincial. C'est pas que ça nous intéresse plus, la Constitution. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est le sort du Québec. Comme disait Mercier, cessons nos luttes fratricides puis unissons-nous. Je pense que le problème, on va devoir le régler nous-mêmes, entre nous, envers les différents partis. Et je crois qu'il n'y a plus seulement que 20% des jeunes qui ont 20 ans et qui ne sont pas nécessairement politisés. Je crois, ma question, est-ce que vous ne croyez pas que ceux qui ont joué un rôle extrêmement important dans le débat, des gens comme vous, ne devraient pas susciter, parce que là, on s'en va, notre choix, ça va être la DQ, ou parce que le Parti québécois, c'est ça notre choix, finalement, un peu comme l'Action libérale nationale. Regardez, ça a été Duplessis. C'est ça, le Québec. Moi, je trouve que le problème est au Québec. Donc, la question que je vous pose, M. Ryan, croyez-vous pas que ceux qui, comme vous, ont suscité des débats importants, et aujourd'hui, il n'y a rien de résolu, absolument rien. On est en train de devenir une minorité au Québec même. Et ça va prendre une cinquantaine, une soixantaine d'années, comme on ne fait plus d'enfants, on va être une minorité. Et ce jour-là, tous ceux qui auront fait des débats oiseux et qui n'auront pas réglé le problème auront une responsabilité, une grande responsabilité. Monsieur Ryan, croyez-vous pas que les gens comme vous, qu'on a écoutés durant de nombreuses années, je vous parle depuis 65, la question que je vous pose, est-ce que vous ne croyez pas que vous avez un rôle à jouer? Retournez à jouer un rôle politique important pour que ça se règle une fois pour toutes, mais au Québec. C'est ça ma question. Quelle belle question, M. Ryan. La réponse est à vous. Évidemment, au plan politique, ma carrière est terminée depuis 4 ans, 5 ans. Et je continue d'agir sur l'opinion publique dans la mesure de mes moyens, en mettant le plus possible le sens des responsabilités. Mais vous avez raison de soulever le problème de l'impasse dans laquelle se trouve le Québec, qui est beaucoup plus profond que certains veulent l'admettre, puis qu'il y a une dimension morale non négligeable également. Vous savez, depuis 40 ans, on a promis la mer et la lune à tout le monde. On a laissé croire que tout était facile, que tout était possible. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Moi-même, quand la Révolution tranquille a commencé, j'ai essayé de mettre la modération dans bien des choses. Mais l'opinion n'écoutait pas à ce moment-là. Puis le courant était, tout ce qui était changement, tout ce qui était
abolition de vieilles institutions, puis tout ça, c'était bon. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même, moi je commencerai à exhorter les gens, vous allez avoir plus d'enfants, on ne peut pas avoir grand résultat. Une chose que je sais, c'est que si le Québec veut garder une place dynamique, il faut qu'il y ait une immigration dynamique. Et je constate une chose, c'est que les gens qui viennent de l'extérieur vivre ici, ils préfèrent s'installer dans un pays plus large. Ils préfèrent un pays qui leur offre toutes sortes de possibilités, comme le Canada. Et je pense que les souverainistes, au lieu de toujours parler d'intégrer et d'assimiler, devraient se demander comment ça se fait que ces gens-là réagissent de cette manière-là. Et je pense qu'ils avanceraient plus vite dans leur cause. Peut-être que ça les amènerait à changer d'idée aussi. Mais les immigrants, qu'on le veuille ou non, au Québec, étant donné le déclin démographique là, du point de vue autochtone ici, les immigrants ont une signification profonde. Et je remarque que la très, très grande majorité de ceux qui sont venus d'autres horizons préfèrent un horizon plus large à un horizon plus limité. La politique fédérale de citoyenneté va encourager, notamment dans le Grand Montréal, les gens qui s'installent dans le Grand Montréal à voir que ce pays-là est effectivement fédéral, qu'il encourage la dualité des citoyennetés, qu'il les encourage pas uniquement à être des Canadiens inconditionnels, mais qu'il les encourage à respecter le fédéralisme, la dualité des choses, etc. Or, la réalité, c'est qu'il y a une contradiction à Ottawa entre le discours des gens qui nous disent « c'est merveilleux d'avoir deux identités » et une pratique, une politique de citoyenneté qui est une politique, de mon point de vue, d'imposition d'une identité nationale canadienne qui n'a pas grand-chose à voir avec le fédéralisme. Là-dessus, il y a un double discours à Ottawa et je profite de l'occasion pour le critiquer. Donc, on est en train, nous autres, de développer un sens de citoyenneté mondiale et ça peut donner une certaine ouverture pour sauvegarder la souveraineté du Québec comme une nation au sein d'une vraie union confédérale. L'option reste toujours là pour ceux qui veulent le chercher. Merci beaucoup, M. Claude Ryan, M. Hugues Segal, M. Guy Laforêt. Vos propos, vos réactions, vos brillantes idées ont rendu cette rencontre fort agréable. Merci, mesdames, messieurs, dans l'assistance.